Keep this in our mind. Keep this in the back of your head, bro. Something wrong with this guy. Who would sit there and fantasize about killing 20 or 30 old people, bro, who are doing nothing? This guy crossed the line. He's killed so many people. I think he's becoming a serial killer. Le 10 janvier 1983, un membre de la famille criminelle Gambino de New York se rend à la maison de Patty Testa, un membre important du réseau de vol de voitures des Gambino et un associé de l'homme en question. Il se dirige vers la maison avec un manteau en cuir, un fusil à pompe dissimulé sous son manteau. Il entre dans la maison et n'est plus jamais vu. Le lendemain, il ne se présente pas à l'anniversaire de sa fille, ce qui suscite des inquiétudes. 10 jours plus tard, il est retrouvé abattu, gelé et mort dans le coffre de sa berline. Nous sommes en 1940. Un enfant du nom de Roy DeMeo naît à Brooklyn, New York, dans une famille d'immigrants italiens. Il est l'un des 5 enfants, bien que son frère aîné décède durant la guerre de Corée. DeMeo obtient son diplôme de lycée en 1959, où il commence à mener une petite activité de prêteur sur gage. Cependant, il débute également un apprentissage dans une épicerie au département de la boucherie, à l'âge de 15 ans. Cela deviendra important plus tard. À l'âge de 19 ans, il perd son père, et sa mère retourne en Italie avec son plus jeune frère. Il a désormais la liberté totale de faire ce qu'il veut. Par conséquent, il commence sa carrière criminelle en travaillant pour la famille Lucchese de New York. Plus précisément, il s'engage avec une branche spécifique de cette famille connue sous le nom de faction de Flatland Canarsie, étant donné qu'il vivait à Flatlands. Il était principalement impliqué dans le vol de voitures. Cependant, en 1966, ses perspectives évoluent de manière significative lorsqu'un homme du nom d'Anthony Gaggi, un soldat de la famille Gambino, le contacte. Il offrit à DeMeo plus d'argent et un meilleur poste dans l'ensemble, ce qu'il accepta évidemment. Il ne se contenta pas de continuer à gagner plus d'argent grâce à ses activités de prêteur sur gage, mais il augmenta également ses profits grâce au vol de voitures, bénéficiant désormais d'une équipe de jeunes hommes partageant les mêmes idées pour l'aider. En 1966, il rencontre un jeune homme juif du nom de Chris Rosenberg, alors qu'il vend de la marijuana dans une station-service locale. Il était de 9 ans plus jeune que DeMeo, devenant ainsi une sorte de mentor pour lui. Roy prêtait de l'argent à son nouvel ami pour qu'il puisse vendre plus de drogue. Et en 1972, Rosenberg présente ses amis à DeMeo, formant ainsi une petite équipe de voleurs de voitures et de trafiquants de drogue. Plus tard, 2 autres hommes rejoindront l'équipe, Joey Testa et Anthony Center. Testa est né en 1955, l'un des 9 enfants d'une famille de classe ouvrière. Par contre, Center est né dans une famille de gangsters, son oncle Robert étant un associé de la famille Colombo. Rosenberg a d'abord engagé les 2 amis pour nettoyer sa Porsche, puis pour l'aider à voler des voitures. DeMeo, Rosenberg et les 2 compères deviendraient les membres principaux de ce qui était alors connu sous le nom de DeMeo Crew. En plus d'eux, il y avait Freddy Denome, un pilote de dragster professionnel basé à Brooklyn. Ensuite, il y avait Patty, le frère de Joey, et Richie, le frère de Freddy. Après Richie, il y avait Henry Borelli et le cousin de DeMeo, Joey Dracula Guglielmo. Ce dernier était un criminel condamné et une grande figure du milieu de l'industrie du film pour adultes. L'équipe de DeMeo comptait encore quelques autres personnes, bien que moins notables. En 1972, DeMeo a rejoint une coopérative de crédit en tant que membre du conseil d'administration, ce qui lui a donné la possibilité de blanchir facilement de l'argent. Entre-temps, il s'occupait à détourner des fonds de la coopérative pour développer ses activités de prêt à taux exorbitants. Afin d'échapper au radar des forces de l'ordre, il se fit inscrire comme membre de la SEC Sportswear Corporation, tout en disant à ses voisins et amis qu'il travaillait dans la construction et les voitures d'occasion. Son équipe devint également très compétente dans ce qu'elle faisait. Il parcourait les rues de New York à la recherche de voitures de luxe à voler. Lors d'une nuit donnée, l'équipe DeMeo pouvait voler entre 4 et 7 voitures, qu'il modifiait pour les rendre intraçables avant de les expédier vers les pays du Moyen-Orient. L'argent qu'il gagnait grâce aux voitures, à la drogue et aux prêts rendait ses patrons très heureux. Cependant, aussi doué en affaires que fut DeMeo,
il devint connu pour quelque chose de bien plus sombre que les escroqueries et les vols. Nous sommes en 1973. La police défonce la porte d'une entreprise de traitement de films appartenant à Paul Rothenberg, le principal distributeur de films pour adultes illégaux dans tout New York. Après avoir appris que la police avait interrogé Rothenberg au sujet de ses chèques à DeMeo, Gaggi ordonne un contrat sur le cinéaste, et ce fut nul autre que DeMeo qui l'exécuta. 3 semaines après, DeMeo poursuivit Rothenberg dans une ruelle de Long Island et lui tira dessus avec un pistolet silencieux de calibre 38. Grâce à ses compétences en boucherie, DeMeo réussit à cacher le corps avec succès. Mais Rothenberg ne serait pas son seul contrat. Fin 1974, DeMeo entra en conflit avec Andrew Katz, le propriétaire d'un atelier de réparation automobile qui travaillait avec lui. Au début de 1975, Katz commença à dénoncer Rosenberg, le bras droit de DeMeo aux fédéraux. DeMeo apprit cette information par un membre de l'unité des crimes automobiles à sa solde. Il commença alors à planifier le meurtre de Katz. Roy ordonna à Borelli d'appeler une femme nommée Bebette Castell pour l'utiliser comme appât. Le 13 juin de cette année-là, Castell réussirait à attirer Katz dans son appartement, où des membres de l'équipe de DeMeo se cachaient. À son entrée, il fut enlevé et emmené au rayon boucherie d'un supermarché du Queens, où il fut poignardé à mort, découpé et compacté. Ils l'ont ensuite emballé et se sont débarrassés des preuves. 2 jours plus tard, le corps fut découvert et identifié, et un message avait été envoyé. Tout au long des années 1970, DeMeo et ses associés deviendront connus comme une équipe de tueurs expérimentés et impitoyables, maîtrisant le processus du meurtre et la disparition de leurs victimes. Toute personne qui devait disparaître rapidement était envoyée à DeMeo dans le principal repère de son gang, le Gemini Lounge. C'est ainsi que sa technique d'assassinat a été baptisée la méthode Gemini. Cette méthode était un processus en plusieurs étapes. Cela commençait par attirer la victime à son insu au Gemini Lounge à Brooklyn, puis à l'appartement à l'arrière du bâtiment. L'appartement, surnommé l'Hôtel de l'Horreur, appartenait à Dracula. Là, DeMeo s'approchait silencieusement de la victime et lui tirait dans l'arrière de la tête avec un pistolet silencieux. Un de ses complices enveloppait rapidement la blessure avec une serviette pour limiter l'écoulement de sang au minimum. Rosenberg redirigeait le flux sanguin en poignardant la victime au cœur, puis il drainait le sang de la victime dans une baignoire. Et vous pouvez imaginer ce qui se passait ensuite. Une fois l'opération terminée, les morceaux étaient jetés dans la décharge de Fountain Avenue où il était pratiquement impossible de les retrouver. Bien sûr, parfois le gang devait légèrement modifier ses méthodes. Si le meurtre était censé faire passer un message plutôt que de faire disparaître quelqu'un, il plaçait la victime à un endroit où elle pouvait être découverte par la police ou des passants. Dans l'ensemble, tout le processus était terrifiant. DeMeo est devenu tellement obsédé par le meurtre que d'autres soldats et capitaines eux-mêmes meurtriers ont commencé à le craindre. He may not live in a mansion, there's no power that he wields, but the fact is... À la fin de l'année 1975, l'empire criminel de DeMeo prit une nouvelle dimension. Son appétit pour la violence et la dépravation ne cessant de croître. Une opportunité se présenta lorsqu'un tenancier de maison close au New Jersey se trouva dans l'incapacité d'honorer ses dettes usuraires. DeMeo saisit cette occasion pour devenir copropriétaire de l'établissement, étendant ainsi son influence dans le monde interlope. Il étendit son réseau illégal dans l'industrie pornographique, exploitant sa récente acquisition pour diffuser des contenus extrêmes et illicites. Cette expansion attira l'attention du Gaggi, qui tenta d'intimider DeMeo en le menaçant de le tuer s'il persistait dans la distribution de ses films. Cependant, DeMeo fit fi de ses avertissements et poursuivit ses activités sans relâche. Face à cette détermination, Gaggi finit par renoncer à s'opposer à lui, laissant DeMeo opérer sans entrave. L'accord tacite entre DeMeo et la hiérarchie mafieuse reposait sur un principe simple. Tant que les profits affluaient, ses supérieurs fermaient les yeux sur ses méthodes, aussi dépravées fussent-elles. Gaggi, intermédiaire dans ce système, s'assura que l'argent remontait jusqu'au patron, garantissant ainsi une forme d'impunité à DeMeo. En parallèle, ce dernier s'aventura dans le commerce de stupéfiants, bravant l'interdiction formelle imposée par la famille criminelle. Cette transgression, ajoutée à ses autres activités illicites, finit par éveiller les soupçons des forces de l'ordre.
les autorités commencèrent à porter une attention particulière à ce criminel, dont l'audace semblait n'avoir aucune limite. Vers la fin de l'année 1975, les finances de DeMeo attirèrent l'attention de l'IRS. L'agence fiscale américaine entama une enquête approfondie sur l'origine de ses revenus, soupçonnant des activités illégales. Cependant, DeMeo fit preuve d'une ruse remarquable pour déjouer cette surveillance. Il produisit un faux affidavit censé provenir de la coopérative de crédit où il prétendait travailler. Ce document fallacieux attestait de son emploi, offrant ainsi une apparence de légitimité à ses revenus. L'audace de cette manœuvre résidait dans le fait que la coopérative en question avait cessé d'exister plusieurs mois auparavant. Malgré ce subterfuge risqué, DeMeo parvint à tromper les autorités fiscales, échappant temporairement à leurs investigations et préservant sa façade de respectabilité. Puis, la famille Gambino a fait son entrée dans l'histoire de DeMeo au milieu de l'année 1976. Cette arrivée marque probablement un tournant significatif dans ses activités criminelles. Un bouleversement majeur secoua la famille Gambino en 1976. Carlo Gambino, qui dirigeait la famille depuis longtemps, succomba subitement à une crise cardiaque. Cette disparition inattendue créa un vide au sommet de l'organisation criminelle. Dans ce contexte de succession, Paul Castellano, surnommé Big Paulie, émergea comme le successeur naturel. À 60 ans, Castellano jouissait d'une solide réputation au sein de la famille, reconnu pour sa fidélité et son expertise dans les activités criminelles sophistiquées, notamment les délits en col blanc. L'ascension de Castellano eut des répercussions immédiates sur la hiérarchie, notamment pour l'équipe de DeMeo. Le premier changement significatif fut la promotion de Gaggi, qui passa du statut de simple soldat à celui de capitaine. Cette promotion laissait présager une réorganisation plus large au sein de la structure criminelle, avec des implications potentielles pour les activités de DeMeo et son équipe. L'arrivée de Castellano au pouvoir ne se traduisit pas par une intégration immédiate de nouveaux membres. Il opta plutôt pour une restructuration en profondeur de l'organisation familiale. Cette approche reflétait la nature même de Castellano, un criminel sophistiqué plus à l'aise dans les milieux d'affaires et les cercles huppés que dans les ruelles sombres du crime de rue. Cette orientation col blanc de Castellano engendra un fossé culturel au sein de la famille. Il avait tendance à considérer les hommes de main, ceux qui opéraient dans la rue, comme des brutes sans finesse ni intelligence. Dans ce contexte, la réputation grandissante de DeMeo posait un problème particulier. Sa notoriété croissante pour sa cruauté et son penchant pour la violence extrême ne cadrait pas avec l'image plus polissée que Castellano cherchait à donner à ses opérations. La brutalité de DeMeo, loin d'être un atout, devenait potentiellement un handicap dans cette nouvelle configuration du pouvoir mafieux. Se rendant compte en 1977 que sa consécration n'aurait pas lieu, DeMeo sombra dans le désespoir. Cette situation le conduisit à une initiative audacieuse. Il entreprit de rassembler les communautés italiennes et irlandaises. La scène criminelle new-yorkaise de 1977 fut marquée par un rapprochement inattendu. En quête d'influence, DeMeo se tourna vers les Westies, une importante mafia irlandaise. Mickey Spillane, à la tête des Westies, s'était aventuré sur un terrain glissant en rackettant le chantier du centre Javits, provoquant l'ire de Castellano. Cependant, lorsque Spillane disparut en 1977, James Coonan prit le contrôle de la mafia irlandaise de l'ouest de Manhattan, et DeMeo y vit une nouvelle opportunité d'affaires. Il convainquit Gaggi de s'unir avec les Westies, et après une réunion avec Coonan, Castellano parvint à un accord avec les Irlandais. Les Westies acceptèrent de devenir un bras fort des Gambino et de verser 10% de leurs bénéfices totaux. L'alliance forgée par DeMeo porta ses fruits en 1977. Les Westies, en échange de leur loyauté, se virent offrir une part lucrative du gâteau syndical contrôlé par la famille italienne. Cette manœuvre stratégique apaisa Castellano, ouvrant à DeMeo les portes de la consécration tant convoitée. Fraîchement adoubé, il se vit confier un rôle crucial, celui de pont entre sa famille d'adoption et leurs nouveaux alliés irlandais. Les meurtres ne s'arrêtèrent cependant pas. En 1977, l'équipe de DeMeo exécuta Jonathan Quinn et sa petite amie, qu'ils croyaient collaborer avec les autorités, et ils jetèrent les corps publiquement comme un message. Puis,
En 1978, le premier membre de l'équipe fut tué. Un membre nommé Ed Grillo s'était endetté envers DeMeo, et DeMeo craignait qu'il ne se tourne vers les autorités. En conséquence, ils l'exécutèrent selon la méthode Gemini. L'affaire Rosenberg marqua un tournant critique pour l'équipe DeMeo. Ce proche collaborateur, presque un fils pour DeMeo, plongea le groupe dans le chaos suite à une transaction de drogue maladroite avec des Cubains de Floride. L'exécution impromptue de ces derniers à New York déclencha la colère du cartel, exigeant réparation sous peine de représailles sanglantes. Gage voulait que Rosenberg disparaisse, mais DeMeo ne pouvait pas se résoudre à le faire. De tous les gens, Rosenberg était pratiquement le fils de DeMeo. C'était un homme qu'il ne pouvait pas tuer. Cependant, en raison de ses actions, DeMeo devint de plus en plus paranoïaque. Pendant des mois, cette peur ne fit que croître, altérant son jugement et sa prudence habituelle. Autrefois maître de son destin, il se retrouvait à présent prisonnier de ses propres angoisses, sur le point de commettre une erreur qui allait s'avérer fatale. La descente aux enfers de DeMeo, amorcée par l'affaire Rosenberg, atteignit son paroxysme lors d'un après-midi de 1979. Ce jour-là, le destin de Dominic Ragucci, un simple étudiant, allait tragiquement croiser celui du mafieux paranoïaque. Ragucci, cherchant à financer ses études, parcourait le quartier en vendant des aspirateurs de porte à porte. Son camion, innocemment garé devant la maison de DeMeo, devint le catalyseur d'une réaction en chaîne désastreuse. En raison de la couleur de peau plus sombre de Ragucci et des circonstances de la situation, lui et ses hommes poursuivirent le pauvre étudiant sur plus de 7 km, l'exécutant en pleine rue devant tout le monde. DeMeo prit immédiatement sa famille et se cacha, les emmenant dans un hôtel dans le nord de l'État de New York, loin de tout le monde. Lorsqu'il apprit qu'il avait tué un adolescent innocent, cette révélation le plongea dans une profonde dépression. Pendant des semaines, rongé par la culpabilité et le remords, il perdit l'appétit, incapable de se nourrir correctement. Cela a également empiré sa relation avec sa femme. Elle savait très bien dans quel domaine travaillait son mari, mais maintenant que c'était révélé au grand jour, les choses sont devenues tendues. Cette exécution avait toutefois causé un autre problème à DeMeo. L'incident Ragucci fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Gaggi, le supérieur de DeMeo. Excédé par l'irrationalité croissante de son subordonné, il prit une décision radicale. Le 11 mai 1979, il donna un ordre sans appel à DeMeo. Ce jour fatidique, Rosenberg fut attiré dans un piège au Gemini Lounge. DeMeo, espérant en finir rapidement, lui tira une balle dans la tête. Cependant, le destin en décida autrement. Lorsque Rosenberg montra des signes de vie, DeMeo se trouva paralysé, incapable d'achever l'homme qu'il considérait presque comme un fils. Face à l'hésitation de DeMeo, sans terre, un autre membre de l'équipe prit les choses en main. Sans état d'âme, il exécuta froidement Rosenberg, mettant fin à la fois à la vie du jeune homme et à l'ère de DeMeo en tant que tueur impitoyable. L'exécution de Rosenberg ne marqua que le début d'une spirale descendante pour DeMeo. Pour satisfaire la soif de vengeance des Cubains, le cadavre de Rosenberg fut mis en scène de manière spectaculaire. Son corps fut placé dans sa propre voiture, abandonné tel un trophée macabre destiné à faire la une des journaux, une fois découvert par les autorités. Cette exposition publique de son œuvre eut un impact dévastateur sur la psyché déjà fragile de DeMeo. Incapable de faire face aux conséquences de ses actes, il choisit la fuite. Il se retrancha dans la clandestinité, adoptant des déguisements élaborés pour échapper à la fois à ses ennemis et à ses propres démons. Malgré la spirale autodestructrice dans laquelle DeMeo était plongé, ses activités criminelles continuaient de prospérer de manière surprenante. À la fin de 1979, son réseau de vols de voitures atteignit une envergure impressionnante. Ce réseau, l'un des plus importants du pays, témoignait de l'ampleur et de la sophistication des opérations de DeMeo. Chaque semaine, des centaines de voitures volées prenaient la route du Moyen-Orient, accompagnées de cargaisons de cigares et de magazines pour adultes. Fin 1979, un nouvel épisode sanglant vint ébranler l'organisation criminelle, impliquant directement Gaggi et DeMeo. Au cœur de ce drame se trouvaient James Ippolito et son fils,
tous deux hommes de main sous les ordres de Gaggi. Ippolito avait tenté de dénoncer le trafic de drogue de Demeo à Castellano, mais Castellano, bien sûr, s'est rangé du côté de Gaggi et a commandité un contrat sur les accusateurs. L'affaire culmina dans une fusillade impliquant directement Gaggi et Demeo. Cet épisode violent démontrait que même les membres établis de l'organisation n'étaient pas à l'abri des règlements de comptes internes. Cependant, lors de cette exécution, un témoin aperçut Gaggi sur les lieux, et il fut condamné à une peine de 5 à 15 ans. Par contre, Demeo ne fut jamais aperçu sur les lieux du meurtre, mais il tua le témoin après la fin du procès. L'année 1981 marqua un tournant décisif dans la carrière criminelle de Demeo. Le FBI, qui avait patiemment tissé sa toile, passa enfin à l'action. Une perquisition dévastatrice de l'entrepôt de Demeo mit au jour suffisamment de preuves pour justifier l'arrestation de 2 membres clés de son organisation, Borelli et De Nome. Les années 80 ont été une mauvaise période pour la mafia italo-américaine. Alors que leurs homologues en Italie fuyaient la police et se cachaient pendant les années de plomb, les Américains étaient arrêtés et tués en masse. Ils n'avaient pas le temps de supporter l'irrationalité de Demeo. Le problème majeur, cependant, était que personne n'était réellement prêt à tuer Demeo. Ils avaient trop peur de son équipe, donc la tâche fut finalement confiée à quelqu'un au sein de l'équipe elle-même. Demeo savait qu'il était un homme mort, et son fils Albert a noté qu'il devenait de plus en plus paranoïaque. Alors que sa vie touchait à sa fin, il commença à se promener avec un fusil à pompe dissimulé partout où il allait, et il envisageait même de simuler sa mort. Le 10 janvier 1983, Demeo se rendit chez Patti Testa. Ce soir-là, il ne se présenta pas à l'anniversaire de sa fille, ce qui était très inhabituel pour lui. Les événements prirent une tournure sinistre lorsque son fils fit une découverte alarmante. Tous les effets personnels de son père étaient rassemblés dans son bureau, comme s'il avait anticipé le pire. Le 20 janvier, une découverte macabre mit fin à toute spéculation sur le sort de Demeo. Son corps sans vie fut retrouvé dans le coffre de sa propre Cadillac, abattu et figé par le froid hivernal. Cette scène glaçante marquait la fin brutale d'un des criminels les plus redoutés de son époque. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne.